Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un réalisateur que je trouve super intéressant, Spike Jonze. Spike Jonze, de son vrai nom Adam Spiegel, est un réalisateur américain. Il commence sa carrière en tant que photographe pour le magazine BMX Freestyling. Il prendra pour la première fois la caméra en réalisant plusieurs vidéos de skate. Après s'être fait un petit nom dans le milieu, il enchaînera clips et pubs, en partie chez Propaganda, la boîte de David Fincher. On peut citer des clips pour Sonic Youth, Arcade Fire, Weezer, Fatboy Slim, les Beastie Boys, Kanye West, autant vous dire qu'il est dans le game. C'est toujours un plaisir de les regarder parce que c'est systématiquement très inventif et superbement bien filmé. Il s'est aussi illustré en produisant Jackass, émission à laquelle il a participé plusieurs fois. Je peux comprendre qu'on n'adhère pas au délire, mais je vous cache pas que le fait de faire n'importe quoi pour aucune raison, je trouve ça assez marrant. Ma fibre nostalgique joue aussi beaucoup parce que ça a bien fait partie de mon adolescence. Il a réalisé quelques courts-métrages, dont le très touchant I'm Here, qui s'interroge sur la cohabitation robot-être humain sur fond d'histoire d'amour robotique. Ou encore Mourir auprès de toi, qui voit les personnages de plusieurs livres s'animer dans une bibliothèque parisienne. Sa filmographie n'est pas très étoffée, elle ne comporte en effet que 4 films, mais selon moi, c'est un sans faute. Son premier long-métrage, Dans la peau de John Malkovich, est déjà un petit chef-d'œuvre d'inventivité. C'est l'histoire de Craig Schwartz, un marionnettiste de rue dépressif interprété par John Cusack. Il se met à chercher du travail après s'être fait péter la gueule par un passant qui n'a pas apprécié que son show vire à l'obscénité devant sa fille en bas âge. You motherfucker! Si cet écart de conduite peut paraître étrange, on comprendra par la suite qu'il vient d'une frustration sexuelle et du manque de passion dans sa relation amoureuse. Il trouvera finalement du taf dans la compagnie Lester Corp, qui se trouve au 7e ennemi d'un bâtiment du centre-ville, après un entretien d'embauche d'une complexité sans nom. Tell me, which of these two letters comes first, this one or this one? The symbol on the left is not a letter, sir? Damn, you're good. I was trying to trick you. Les plafonds sont très bas pour être adaptés à la femme naine de l'architecte du bâtiment de l'époque. En tout cas, c'est ce qu'essaye de nous faire croire cette cassette. Étrangement, les gens ne semblent pas piger ce que Craig dit, et voient des propositions sexuelles dans toutes ses phrases, mais aussi dans celles de son patron Lester. Je pense que c'est pour manifester leur frustration sexuelle à tous les deux, et que les femmes la ressentent au point que ça en devienne malaisant. C'est aussi là que travaille une certaine Maxine, qui deviendra l'objet de tous les désirs de Craig, et qu'il rejettera plusieurs fois. En plein milieu d'une journée de merde, il fait tomber des dossiers derrière une étagère. En la déplaçant, il découvre une porte derrière laquelle se dissimule un petit tunnel menant tout droit dans le corps de John Malkovich. Cependant, il n'y est qu'en tant que visiteur et est incapable d'influencer le moindre de ses actes. Quelques minutes plus tard, il se fait expulser dans un fossé du New Jersey. Il lancera un business avec Maxine pour vendre des tickets pour un tour dans Malkovich. Lotte, sa petite amie, décide de tenter l'expérience et vit une révélation. Elle songe carrément à changer de sexe. Elle y renonce lorsqu'elle réalise qu'elle est amoureuse de Maxine, sentiment que celle-ci partage, mais uniquement lorsque Lotte est dans Malkovich. Beautiful, Lottie. Oh, Maxine. Yes, Maxine. Jusqu'au moment où Craig prend le contrôle total de Malkovich en mettant à profit ses talents de marionnettiste. You see, Maxine, it isn't just playing with dolls. Oh, my darling, it's so much more. It's playing with people.
C'est dans ce contexte qu'ils vont tous, tour à tour, remettre en question leur identité, leur sexualité et leur rapport au couple. On est d'accord, c'est un peu louche. Le script a été écrit par Charlie Kaufman, scénariste à l'univers singulier qui s'essaye à la réalisation ces derniers temps et qui a remporté un franc succès critique, bien que le public ne le suive pas toujours. Dans la peau de John Malkovich porte un thème qui deviendra récurrent dans la filmographie de Spike Jonze, l'identité. Il pose la question de qu'est-ce qu'un être humain, mais pousse aussi à la réflexion sur un état de fait bien connu des célébrités. La différence entre personne publique et personne privée. Pour les médias, John Malkovich a simplement changé de passion, tandis que dans les faits, c'est même plus la même personne. Le film traite évidemment aussi du mal-être du couple, que ce soit le couple en tant qu'entité, qui est visiblement totalement dysfonctionnel, mais aussi des personnes qui le composent. Les deux ne songent qu'à vivre à travers quelqu'un d'autre, visiblement trop déçus de leur vie amoureuse et de leur sexualité. La sexualité est aussi un sujet qui reviendra ponctuellement dans sa filmographie. Elle est souvent un enjeu fort dans les motivations des personnages. Et c'est pas anodin. Je pense que c'est pour rendre l'univers du film plus concret. Parce qu'elle nous ramène à notre propre nature humaine, et qu'en l'abordant sans forcément l'appuyer, on peut plus facilement croire à l'univers du film. Parce que s'il a bien une obsession en tant que réalisateur, c'est bien celle de rendre un univers concret et réaliste. Et pas seulement de le rendre crédible. Par exemple, sur toute sa filmographie, on compte très peu de plans très larges, qui pourraient présenter une ville ou une séquence. Parce qu'il ne veut pas qu'on reconnaisse l'endroit ou qu'on le situe, mais juste qu'on y soit. Le futur proche de Her, son dernier film, en est un merveilleux exemple. À aucun moment, un plan ne nous dit « Eh regarde, c'est le turfu !» comme dans toute la SF. C'est pas une critique, c'est une constatation. L'un n'est pas forcément mieux que l'autre, c'est juste pour montrer qu'en fonction du thème et de l'angle choisi pour aborder ce thème, des choix de réalisation peuvent être plus ou moins judicieux, et celui-là penche vers le plus. Dans la peau de John Malkovich est très bien reçu. On salue principalement l'inventivité de l'histoire, surtout qu'il sort dans un contexte où le cinéma américain est considéré comme sur le déclin. Spike Jonze fera partie de cette génération qui a violemment dépoussiéré le cinéma hollywoodien. D'ailleurs, je vous recommande chaudement le livre Les 6 samouraïs, qui explique comment lui et 5 autres cinéastes ont contribué à changer les codes de leur propre cinéma à la fin des années 90. On y parle donc de Spike Jonze, de Tarantino, de Fincher, de Paul Thomas Anderson, de David O. Russell et de Steven Soderbergh. C'est vraiment hyper intéressant. Son deuxième film, Adaptation, est sans aucun doute un de mes films préférés. Il est encore écrit par Charlie Kaufman, qui pour l'occasion se met lui-même en scène. Le film raconte donc, à l'aide d'une voix off omniprésente, l'histoire de Charlie, qui après le succès critique de son script précédent, Dans la peau de John Malkovich, se voit confier l'adaptation du livre de Susan Orlean, Le voleur d'orchidées, qui parle d'elle, de La Roche et de leur quête de l'orchidée fantôme. Il mettra immédiatement un point d'honneur à faire un film simple, évitant les clichés les plus vulgaires du cinéma. Pas de scène d'action inutile, pas de drame tiré par les cheveux, et le personnage principal ne devra pas avoir de révélations existentielles absolument incroyables ou changer drastiquement. I just don't want to ruin it by making it a Hollywood thing, you know, like an orchid heist movie or something, you know, or changing the orchids into poppies and turning it into a movie about drug running, you know. Why can't there be a movie simply about flowers? I guess we thought that maybe Susan Orlean and La Roche could fall in love. Okay, but I'm saying it's like I don't want to cram in sex or guns or car chases. You know, or characters, learning profound life lessons, or growing, or coming to like each other, or overcoming obstacles to succeed in the end. You know, I mean, it's the book isn't like that, and life isn't like that. You know, it just isn't. And I feel very strongly about this. Le film fait souvent le parallèle entre l'adaptation du livre vers le cinéma et l'adaptation de la vie. Le changement constant qui permet la survie et la modification des espèces selon leur environnement. Cette définition est sûrement purement dégueulasse, mais vous voyez le concept. Mais comme pour son script, Charlie ne veut pas changer, ne veut pas s'adapter. Il veut que le monde s'adapte à lui, et pas l'inverse. Il voue à son frère jumeau, Donald, une jalousie extrême pour la capacité qu'il a à se fondre et à se mêler aux autres. Cerise sur le gâteau, Donald se met à l'écriture et pond le script d'un thriller incohérent au possible et aux antipodes de ce que Charlie défend. Il sera félicité pour l'inventivité du scénario. Charlie, quant à lui, se rendant bien compte qu'il a du mal à rendre des fleurs intéressantes, finit par s'insérer dans l'histoire. Son script ne parle plus de fleurs, mais de lui qui galère à écrire sur des fleurs. 2 heures plus tard, pris d'une crise identitaire, il détestera déjà cette nouvelle version du script qu'il juge prétentieux et égocentrique. Pour l'aider à se débloquer, Donald lui recommande de suivre un séminaire de Robert McKee, une des références de l'écriture cinématographique qui existe bel et bien, qui a notamment écrit Story,
qui se veut être une marche à suivre pour concevoir une histoire qui fonctionne. Si vous suivez la chaîne Lessons from the Screenplay, une chaîne qui traite de scripts hollywoodiens et qui est putain de bien, vous pourrez voir qu'il cite plusieurs fois le livre dans ses argumentaires. Charlie, dépité par le fait que tout le monde applaudisse Donald pour son script bateau, se rend donc à ce séminaire jusqu'à ce que... Fuck. It is my weakness, my ultimate lack of conviction that brings me here. Easy answers, rules to shortcut yourself to success. And here I am, because my jaunt into the abyss brought me nothing. Well, isn't that just the risk one takes for attempting something new? I should leave here right now. I'll start over. I need to face this project head on And God help you if you use voiceover in your work, my friends. God help you. It's flaccid, sloppy writing. Any idiot can write voiceover narration to explain the thoughts of a character. Okay, that's it. 1 hour for lunch. Et à partir de là, plus aucune ligne de voix off. Charlie vit son épiphanie, renoue avec son frère et se retrouve embarqué dans un trafic de drogue à base d'orchidées dans lequel trempent Susan Orlean et Laroche. Course-poursuite, mort de Donald et Laroche pendant une échauffourée, sauvetage de Charlie et fin de script. Il s'en remet petit à petit, prend un nouveau départ, sa vie en main, dit à la fille de ses rêves qu'il l'aime et rentre chez lui. I have to go right home. I know how to finish the script now. It ends with Kaufman driving home after his lunch with Amelia, thinking he knows how to finish the script. Shit, that's voiceover. McKee would not approve. How else can I show his thoughts? I don't know. Oh, who cares what McKee says? It feels right. Conclusive. I wonder who's gonna play me. Someone not too fat. I like that Gerard Depardieu, but can he not do the accent? Anyway, it's done. And that's something. So, Kaufman drives off from his encounter with Amelia, filled for the first time with hope. I like this. This is good. Incroyable film. Et oui, c'est en grande partie dû au scénar, impeccable, mais la réa de Spike Jonze y est pas pour rien. Le cadrage met en avant tout le malaise et l'inadaptabilité de Charlie à son environnement. Et l'effervescence de l'écriture et de la métaphore de la vie prend forme dans des montages elliptiques hyper bien foutus. Et puis c'est super cool de voir Nicolas Cage être autre chose qu'un mème ringard. Il est vraiment très cool dans ce film, et sans même l'entendre parler, on sait toujours dire quel frère il interprète, même si c'est souvent aussi appuyé par la mise en scène. Comme ici où c'est Charlie qui rentre dans le champ, alors que Donald est totalement dans son élément. Et il retransmet hyper bien cette dépression chronique et ce manque de confiance en soi. Et ça dès les premières secondes de film, et même sans apparaître à l'écran. Do I have an original thought in my head? My bald head. Maybe if I were happier, my hair wouldn't be falling out. Life is short. I need to make the most of it. Today's the first day of the rest of my life. Puis il y a Meryl Streep, et Meryl Streep, elle est cool. Mais je suis pas hyper objectif quand je parle de ce film, parce que ça traite de plein de thématiques qui me fascinent, et la mise en abîme de l'écriture est vraiment passionnante. Il y a 2 lectures de ce film. Celle où vous suivez sa trame et ses rebondissements, et celle où vous essayez de savoir ce qui est inspiré de faits réels et ce que le vrai Charlie Kaufman a voulu dire sur sa discipline et sur les règles qui l'entourent. Et à chaque fois que je le vois, je navigue entre les 2 lectures tout en ayant la réalisation à mettre sous la dent. Du coup, ça en fait un film hyper stimulant à regarder et surtout un film hyper satisfaisant. Les personnages changent, il y a de l'action et une résolution qui est à peu près un happy ending. Un pur coup de maître. Pour son prochain film, il adapte le livre pour enfants de Maurice Sendak, Max et les Maxi-Monstres. Et il multiplie les casquettes pour la première fois en le co-scénarisant. Le livre raconte, en moins de 40 pages et 20 lignes de texte, l'histoire de Max, un enfant turbulent qui, après plusieurs conneries, est envoyé au lit par sa mère sans avoir soupé. Frustré, il s'imagine quitter sa chambre en bateau et découvrir une forêt vierge habitée par d'énormes et effrayantes créatures. Il s'autoproclame roi et décide d'organiser une fête épouvantable. Après avoir joué comme un fou, Max, fatigué d'autant de turbulences, les gronde tous, et envoie ses sujets dormir sans manger, et rentre chez lui où son souper l'attend, tout chaud. Le livre a fait polémique à sa sortie en 1963. Beaucoup de parents le jugeaient trop effrayant et trouvaient honteux de mettre en avant un enfant turbulent. L'intention de l'auteur était de montrer comment un enfant peut canaliser ses peurs et ses frustrations par l'imagination. Et le film de Spike Jonze développe vraiment ce postulat de départ en installant bien les différentes inquiétudes de Max. Toute l'histoire découle d'un manque d'attention de ses proches. Sa sœur refuse de jouer avec lui ou de le réconforter après que ses amis l'aient un peu bolossé. Sa mère est trop occupée par son travail ou par son nouveau petit ami, et son père est tout simplement absent. Pour attirer leur attention, il enchaîne les bêtises et finit par s'attirer les foudres de sa mère. Il s'enfuit de chez lui et prend un bateau pour une île habitée par les fameux monstres. Le film ne respecte pas vraiment de schéma narratif habituel, si ce n'est que Max réalisera qu'il a été trop loin en étant confronté à ses propres travers, qui se retrouvent tous dans le monstre nommé Carol.
Il comprendra aussi les positions de sa mère et de sa sœur à travers KW, qui s'éloigne du cocon familial pour se rapprocher de deux chouettes, Bob et Terry. Et c'est en ça que le film fait très fort pour moi, car il applique vraiment bien l'idée initiale du conte. Il a eu un succès relativement mitigé, ce qui pour moi est dû au fait qu'il n'a pas tout à fait été compris par une certaine partie des spectateurs. Beaucoup s'attendaient à un film pour enfants où Max part à l'aventure et vit plein de trucs incroyables. C'est pas un film pour enfants, c'est un film sur l'enfance. Et c'est pour ça que parfois c'est un peu flippant, voire un peu violent. Je trouve l'angle très juste et j'ai été très sincèrement touché par ce film. Il y a de fortes chances que vous ayez au moins entendu parler de son dernier film, Heure. Théodore est séparé de sa femme, qui insiste pour qu'il signe les papiers de leur divorce, ce qu'il postpose continuellement. Il est apathique, voire dépressif, jusqu'à ce qu'il entende parler de nouveaux systèmes opérateurs qui gèrent téléphones et ordinateurs, et qui ont maintenant une intelligence artificielle extrêmement développée. Il choisit une voix féminine. Oh, what do I call you? Do you have a name? Yes. Samantha. On suit l'évolution de leur relation pendant la majorité du film, de la phase de lune de miel aux engueulades, en passant par leur sexualité. C'est plus malaisant qu'on le croit parce qu'on a majoritairement des plans moustaches. Même s'il base son intrigue dans un futur proche et ajoute une pointe de science-fiction, Heure est avant tout une histoire d'amour. Enfin, 3 histoires d'amour. Celle qui est, celle qui était, et celle qui sera. Le film est très terre-à-terre, mais là où il se distingue vraiment pour moi, c'est dans toutes les questions qu'il soulève. Certaines sont liées à l'IA et à l'identité, encore une fois, mais la plupart sont liées à l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce qu'on aime pour soi ou pour l'autre? Comment changeront les relations amoureuses dans le futur, sachant qu'elles changent déjà? Le film en dit long sur notre société et notre rapport à la passion. Et je pense que chacun d'entre nous sortira du film avec un goût différent en bouche, en fonction de l'arc de l'histoire auquel on s'est le plus identifié. Fatalement, en tant que mec, j'ai plus de facilité qu'une femme à m'identifier à Théodore, par exemple. Certains reconnaîtront peut-être un ou une ex en Rooney Mara, et d'autres fantasmeront sûrement sur Samantha, un des meilleurs rôles de Scarlett Johansson alors qu'on la voit jamais. Pour son premier script écrit en solo, c'est un putain de tour de force, et il a reçu les honneurs qu'il méritait. J'ai énormément de sympathie pour ce monsieur parce que je me retrouve dans tout ce qu'il fait. J'adore ses conneries immatures. J'adore qu'il s'en excuse dans sa filmographie. J'adore qu'il développe des thématiques qui font écho à plein de questions que je me pose. J'adore qu'il me surprenne. J'adore qu'il soit jeune et qu'il aime la jeunesse. J'adore son délire esthétique. J'adore qu'il ait su mettre son ego de côté pour se mettre au service de scripts d'exception. J'adore quand il fait des caméos pour Scorsese. J'adore qu'il ait fait danser Christopher Walken pour Fatboy Slim. J'adore qu'il soit loyal en amitié et que ça ait donné des dizaines de projets fascinants. Et j'adore déjà son prochain film dont on sait toujours rien alors que ça fait 4 ans qu'il a fait Heure. Ouais, je suis une putain de groupie. Viceroy, early in the morning. Many of you feel bad for this lamb. That is because you're crazy. It has no feelings, and the new one is much better.